Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à l'émission Éthique dans la société et les médias. Nous sommes ce soir face à vous avec un sujet très délicat, la radicalisation. J'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Yannis Maïl, islamologue et universitaire à Strasbourg. Bienvenue Monsieur Maïl. Merci. Nous allons échanger avec Monsieur Maïl ce soir sur les facteurs de la radicalisation, sur son accroissement actuel sur le territoire national et nous allons réfléchir sur les solutions que l'on peut apporter pour la déradicalisation de ces personnes qui y sont déjà engagées et d'ailleurs essayer de trouver des solutions pour la prévention de ces jeunes radicalisés. Alors, vous savez, Monsieur Maïl, qui dit radicalisation dit djihadisme, donc dit l'islam. Cette situation gêne un bon nombre de musulmans actuellement en France et d'ailleurs partout dans le monde, qui sont ciblés à chaque fois lors des attentats et même après les attentats ou les menaces terroristes. Donc, vous êtes islamologue. Ma première question consiste à vous demander si c'était possible de nous éclaircir sur le terme djihad, qui est mondialement perçu en tant que terrorisme islamiste. Donc, quelle est sa place réelle de ce terme djihad dans les textes fondateurs en islam? La parole est à vous. Tout d'abord, le terme il a été complètement dénaturé, que ce soit en Occident et même par certains musulmans, et notamment ceux qui tuent et qui commettent des actes violents au nom de ce djihad. Si on revient à la terminologie en langue arabe, jahada yujahidu, ça renvoie à l'idée d'un effort. Et d'ailleurs, c'est une terminologie qu'on retrouve dans le Coran, qui est présente dans le Coran, et qui renvoie à un effort, au fait de s'engager à dépenser une énergie en vue d'un objectif. Et dans la terminologie islamique, c'est l'idée donc de fournir cet effort-là en vue d'un objectif positif, que ce soit par des paroles ou par des actions. C'est l'idée de réaliser des choses positives, bienveillantes, bienfaisantes. Et il s'agira par exemple de tout ce que, par exemple, les savants musulmans appellent djihad al-nafs, et aussi ce qu'on appelle aussi djihad al-shaytan. C'est ce qui concerne en fait la lutte contre son propre ego, contre soi-même, une lutte spirituelle, contre l'ensemble de ses penchants négatifs, de ses tentations, de sa colère, de sa propre violence interne, dans le cadre d'une réforme spirituelle, tazkiyat an-nafs, pour se rapprocher de Dieu. Et dans le même sens, lutter contre ce qu'on appellerait les tentations du malin, du diable. Et donc ça renvoie au djihad et au grand djihad. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a distingué le grand djihad, le djihad al-akbar, du petit djihad. Et donc dans le grand djihad, il incluait donc ce djihad spirituel qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans le Coran, soit par le vocable djihad, soit par d'autres vocables. Par exemple, on a un verset du Coran qui nous dit wahjurhum hajran jamila, c'est-à-dire exile-toi d'eux d'un bel exil. C'est l'idée d'un exil spirituel, s'exiler de ceux qui peuvent nous faire du tort et nous agresser par un exil spirituel. Et ça, c'est une forme de djihad. Moi-même, dans mon cursus en études islamiques, j'avais un de mes professeurs en droit musulman qui nous disait: lorsque vous travaillez vos cours, que vous venez au cours, que vous révisez pour vos examens et que vous venez passer l'examen, c'est un djihad. Mais à une condition, c'est que l'intention, la niya, elle soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qu'il y ait cette dimension verticale et spirituelle. Dans le même temps, un autre élément dans ce qui concerne le djihad, ça sera par exemple l'ensemble des actes de bienfaisance en faveur de la justice, de la paix, de l'équité, de la solidarité qu'on pourra réaliser dans la société. Si par exemple je mets en place une campagne humanitaire pour aider les Rohingyas ou les Syriens, si je m'engage dans un projet économique pour aider les plus pauvres et les plus démunis, lorsque ça se fait dans l'esprit de la foi musulmane, ça devient un djihad. Ensuite, effectivement, il y a le petit djihad qui renvoie à la dimension militaire, que parfois dans le Coran est exprimé à travers le mot qital, donc l'idée de combat. Et donc là, il y a des grands débats historiquement, mais déjà, pour ce qui concerne ce djihad-là, contrairement au premier, il n'est pas une obligation individuelle. Alors que le fait de lutter contre ses penchants négatifs et sa propre tentation à aller vers le mal, c'est une obligation individuelle. C'est fard ayn dans le droit musulman, alors que tout ce qui concerne la dimension militaire, elle est collective, c'est-à-dire fardu kifaya. Elle n'est pas une obligation pour chaque musulman. Ensuite, il y a eu des grands débats théologiques, mais ce que disent la plupart des savants contemporains, si je prends des gens comme Zuhaili, comme Mahmoud Chaltout, ils disent que ça concerne uniquement ce qu'on appellerait la légitime défense. C'est-à-dire, par exemple, un pays est agressé par un envahisseur, par un colonisateur, et il résiste simplement pour protéger sa terre
et son peuple. Mais en aucun cas, cela ne peut justifier le meurtre d'innocents, l'agression militaire, l'offensive, et tout ça, selon aujourd'hui l'interprétation qui est devenue majoritaire, en tout cas aujourd'hui chez les savants musulmans, c'est quelque chose qui n'est pas conforme au djihad. D'accord, je vous remercie. Mais d'ailleurs, vous savez, ce terme djihad est mal interprété aussi, d'ailleurs, dans une partie de la communauté musulmane, un certain groupe comme Daesh qui s'autoproclament comme musulmans. Et comment se décrivent-ils? Quelles sont leurs idéologies et sont-ils reconnus par les autres communautés et autres confréries musulmanes? Déjà, si on prend l'écrasante majorité des personnalités religieuses, des savants musulmans, des ulama, des institutions religieuses et des États musulmans, ils sont tous opposés à Daesh, à la fois sur le plan politique et pratique et à la fois sur le plan théologique. Et on peut citer le Qarawiyyin au Maroc, l'Azhar en Égypte, Zaytouna, de même pour le Diyanet en Turquie, les Deobandi en Inde, comme les autorités musulmanes au Pakistan, en Indonésie, en Malaisie, et l'ensemble des États musulmans, qui notamment ont pu l'exprimer dans le cadre de l'OCI, l'Organisation pour la coopération islamique, ont tous exprimé leur rejet du terrorisme violent et de l'extrémisme violent qui se fait au nom de l'islam, et notamment le groupe Daesh. Donc pour ce qui concerne Daesh, eux, à l'intérieur, ils se considèrent comme légitimes, ils se considèrent comme les successeurs finalement d'une tradition musulmane authentique. Ils se revendiquent même l'autorité politique califale. Actuellement, on le voit dans ce qu'ils appellent leur califat entre la Syrie et l'Irak. Et sur le plan théologique, souvent, ils vont utiliser des textes du fiqh classique, des textes du Moyen-Âge, même parfois de savants reconnus, mais ils vont les appliquer à notre époque de manière complètement décontextualisée et souvent de manière très sélective. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des extraits d'un ouvrage qui arrangera leurs intérêts politiques et idéologiques, mais ils écarteront beaucoup d'autres éléments. Ou par exemple, je me rappelle avoir écouté, alors là c'était un des leaders d'Al-Qaïda, qui disait par exemple que tous les textes islamiques qui nous disent que quand on fait la guerre, on ne doit pas s'attaquer aux femmes, aux enfants et ne même pas couper un arbre, et ben ils ont eu leur propre interprétation de ce texte en disant que c'était un texte circonscrit, particulier, qu'on ne pouvait pas généraliser. Alors que la majorité des savants, et même quelqu'un qui lit ce texte objectivement, voit que c'est la règle en islam, qu'il y a des règles, il y a une éthique de la guerre, une éthique même dans le combat, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et que la vie des innocents doit être préservée. D'accord. Je vous remercie. Donc, vous savez aussi, la France, depuis 2015, elle a été placée en vigilance renforcée suite aux attentats de Charlie Hebdo et ainsi en urgence attentat après les attentats du Bataclan. Donc, que pourraient être les facteurs de l'accroissement de ces attaques terroristes sur le plan national? Bon, les causes, à mon avis, elles sont multiples. Déjà, c'est parce que il y a des gens qui, pour des raisons idéologiques, veulent en découdre avec la France, et ça touche pas que la France. D'ailleurs, on a des attentats en Turquie, dans le monde arabe, etc. En Afrique, avec Boko Haram, etc., ou AQMI. Mais dans le cas de la France, ensuite, si on veut analyser les causes profondes, parce que effectivement, analyser les causes d'un phénomène ne veut jamais dire le justifier. Mais c'est simplement essayer de le comprendre en profondeur pour justement trouver les solutions adéquates à ce phénomène. Et c'est ce que ferait n'importe quel policier dans le cadre d'une enquête criminelle. Et donc à ce niveau-là, effectivement, les différents engagements militaires de la France au Moyen-Orient ou en Afrique peuvent être une cause explicative de la recrudescence des attaques en France. Pour d'autres éléments, ça peut être aussi la montée de l'islamophobie et de la marginalisation et de la paupérisation de certains quartiers en France à forte population musulmane, l'accentuation de la crise économique, la perte de repères. Tous ces éléments pourront faciliter parfois la radicalisation de certaines personnes peut-être fragiles sur le plan social, psychologique et en manque d'idéal. Donc voilà, donc tous ces éléments doivent être pris en compte dans la complexité du phénomène. D'accord. Mais vous savez que en général, quand ce sont des jeunes qui sont interpellés lors de ces attentats, et ce sont des jeunes musulmans et qui sont bien sûr radicalisés d'après le gouvernement. Mais qu'est-ce qui a pu pousser ces jeunes-là qui n'y connaissent rien peut-être à la religion et qu'est-ce qui a pu les radicaliser sur ce point-là? Ils sont assez jeunes quand même. Oui, il y a beaucoup de thèses chez les chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Et par exemple, il y a des débats, par exemple, quelqu'un comme Olivier Roy, lui, il dit qu'on est plus dans une islamisation de la radicalité qu'une radicalisation de l'islam. C'est-à-dire qu'il dit que finalement, il y a des gens qui à un moment donné ont une volonté d'en découdre, une volonté de radicalité, et qu'à un moment donné,
il y a une opportunité de l'exprimer par le canal de l'extrémisme musulman, et c'est cette voie-là qu'ils ont choisi. Donc moi, mon analyse propre, c'est que ce sont différents phénomènes qui vont s'additionner, et l'addition de ces phénomènes entraînera ces problématiques-là. Par exemple, je pense que dans notre société, on a déjà une forme de banalisation de la violence, qui passe par peut-être les jeux vidéo, le cinéma, et une culture de la violence qui se développe, et qui fait qu'à un moment donné, il y a même une fascination vis-à-vis de certains personnages violents. Et on voit par exemple que certains qui étaient dans cette culture de la violence, mais qui passaient plus par le cinéma, par la musique, vont créer le même univers, mais à travers Daesh. Et on a vu par exemple des profils de jeunes de France qui étaient tout fiers de se filmer en train de conduire un 4x4 avec une Kalachnikov en Irak ou en Syrie. Et donc on voit que on a cette mentalité-là, un peu gangsta, si je puis dire, qui va être transposée avec un canal religieux ou une légitimation religieuse. L'autre élément, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, notamment du fait de ce que certains appelaient avec une forme un phénomène de sécularisation des valeurs et de démystification du monde, tous ces éléments-là font que parfois l'ensemble des valeurs traditionnelles qui historiquement ont régi les sociétés sont en perte de vitesse, et parfois ça peut entraîner une perte de repères ou une relativisation de la norme, de la valeur, et ça amène une crise nihiliste, c'est-à-dire qu'il y a une perte de sens. Quel est le sens de ma vie, de ma mort? Et cette crise-là, qui peut être additionnée parfois à des crises personnelles, des frustrations sur le plan familial et sur le plan économique, des vécus de pauvreté ou d'échecs sur le plan scolaire ou sur le plan professionnel, ça peut parfois faciliter chez certains la tentation extrémiste et les diriger vers certains groupes extrémistes. Et c'est pour ça, comme le disait l'abbé Pierre, si on veut lutter efficacement contre l'intégrisme, il faut couper l'herbe sous le pied de l'intégrisme. Et le premier élément contre lequel il faut lutter, c'est la pauvreté. La misère est toujours un terreau favorable à l'émergence de l'extrémisme et de formes de radicalité, même si, bon, le problème aujourd'hui, c'est que derrière le concept de radicalité, radicalisation, parfois on met un peu tout et n'importe quoi. Et pour vous citer un exemple, il y avait eu un rapport qui avait été produit par l'Institut Montaigne et qui parlait de 28% de musulmans qui seraient dans, on va dire, une conception peut-être intégriste de l'islam, selon leur conception à eux. Et la manière dont les commentateurs médiatiques ont traduit ça, c'est qu'il y a 28% de musulmans radicalisés. Donc ça, pour l'opinion publique, ça veut dire en gros 28% de musulmans potentiellement terroristes, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut, et ce type de confusion est dangereux parce qu'on confond le traditionnalisme religieux ou même ce qu'on pourrait appeler le puritanisme ou l'intégrisme religieux musulman avec le radicalisme violent et l'extrémisme violent. Et ça, c'est des confusions qu'il faut combattre parce qu'elles sont dangereuses. D'accord. Donc, faut faire attention à toutes les pour empêcher toutes ces confusions. Mais le gouvernement veut bien sûr lutter contre cette radicalisation, et c'est pour cela il a créé, vous le savez bien, le site contre le djihadisme, donc site-djihadisme.gouv.fr, et il a mis à disposition un numéro vert pour que l'on puisse les appeler et pour essayer de signaler une situation inquiétante au gouvernement. Et d'essayer de signaler aussi si un proche paraît radicalisé ou en train de se radicaliser. Donc, que pensez-vous de cette mise en place? Est-ce qu'elle sert vraiment? Quelle est votre position sur ce site? À ce niveau-là, je suis très critique parce que je pense qu'il faut faire quelque chose, mais qu'actuellement les autorités françaises agissent très mal, dans le mauvais sens, et on investit des milliards, c'est-à-dire que sur toutes les questions de déradicalisation, il me semble, on est pratiquement à 9 milliards d'euros qui ont été investis, donc c'est des sommes conséquentes, si mes souvenirs sont bons, mais pour des résultats très faibles, c'est-à-dire qu'on a créé des centres de déradicalisation, on a ce site, mais on est dans beaucoup d'amalgames, d'approximations, et qui en fait, peut-être que les acteurs de ce type d'initiative ne se rendent pas compte, mais parfois, elles sont même contre-productives. C'est-à-dire que par un ensemble d'amalgames, de maladresse, finalement, on peut parfois renforcer le phénomène de radicalisation chez certains qui, à la base, n'avaient pas vocation à se radicaliser. Et je vais vous citer quelques exemples. C'est que déjà, quand on appelle tout à chacun
à signaler une potentielle radicalisation, dans un contexte d'islamophobie montante, ça amène de nombreux cas de signalement pour des gens qui n'avaient strictement rien fait, et qui étaient simplement dans une pratique religieuse visible, voire peut-être traditionnaliste, mais qui n'avait strictement rien à voir avec le djihadisme et ou toute forme de violence. Et pourtant, ces gens-là ont été inquiétés, ont eu ensuite des problèmes avec la police. Et ça, donc, c'est très grave, parce que finalement, on donne un pouvoir aux citoyens lambda pour dénoncer un musulman du quotidien, sur la base sans qu'il n'y ait vraiment de critères établis de radicalisation. Et ce qui est encore plus grave, c'est que sur le site que vous évoquez, qui est un site gouvernemental, on évoque comme signe de radicalisation, par exemple, le fait de changer de tenue vestimentaire, de changer d'alimentation. Mais ça, c'est pour n'importe quel musulman. Il y a énormément de femmes musulmanes qui pour 99,9% n'ont rien à voir avec toute forme de radicalité, qui portent le voile, certains hommes qui peuvent avoir une barbe, certains hommes qui peuvent aller à la mosquée avec une djellaba, qui vont changer d'alimentation parce qu'ils vont consommer halal ou ne plus boire d'alcool, mais ça c'est simplement être musulman. Oui, exact. Et donc là, c'est peut-être évoluer aussi dans la foi. Tout à fait. Et donc là, par ce type d'expression, ici le gouvernement crée des amalgames entre finalement islam et terrorisme, et le musulman du quotidien et terrorisme, et ces amalgames-là peuvent favoriser des discriminations, et donc ça c'est même quelque chose de dangereux, surtout quand on sait que les études nous montrent que dans la majorité des cas, la radicalisation ne se passe pas dans les mosquées, elle se passe à l'extérieur, que les profils radicalisés souvent sont très loin de la pratique religieuse, ou sont venus à la pratique religieuse très peu de temps avant d'entrer dans des actions violentes, et qu'on est plus dans des profils qui ne souhaitent pas vraiment passer par un processus d'islamisation au sens de passer par la foi, par la spiritualité, mais qui veulent directement en découdre et passer à la violence. C'est-à-dire que leur objectif, c'est la violence. Ce n'est pas l'islam. Et donc, à ce niveau-là, il y a de vrais problèmes. Et donc là, je pense que la France devrait s'inspirer de choses qui peuvent se faire en Allemagne ou en Angleterre, où on intègre beaucoup plus la société civile dans tous les processus de réflexion sur la déradicalisation. Et surtout, on intègre des partenaires musulmans de différentes sensibilités à partir du moment où ils peuvent être utiles à la cause. C'est-à-dire qu'en France, on considère que les seuls musulmans qu'on doit intégrer au processus de travaux officiels dans la lutte contre la radicalisation, c'est seulement ceux qui correspondent aux critères de l'élite dominante, qui idéologiquement, intellectuellement et politiquement arrangent nos élites dominantes. Et beaucoup sont exclus, sont marginalisés, simplement parce que, non pas parce qu'ils sont radicaux, mais simplement parce que leur idée ne correspond pas à une certaine doxa. Et donc ça, c'est problématique, parce que le but, si on veut servir l'intérêt général, si on veut servir la France, c'est vraiment de réunir tous ceux qui peuvent être utiles à ce niveau-là. Et pour vous citer un exemple, par exemple en Angleterre, il y avait des initiatives qui avaient été prises, où même on invitait des gens, des musulmans orthodoxes, qui par le passé avaient eux-mêmes fait le djihad en Afghanistan, par exemple. Et qui, à partir de cette expérience-là, expliquaient aux jeunes pourquoi ils ne devaient pas partir en Syrie, en Irak, et pourquoi c'était une mauvaise résolution. Et on voit que ce type d'initiative, elle fonctionnait. Elle fonctionnait, et ils arrivaient à ringardiser le discours de Daesh ou des groupes extrémistes. Ça, en France, c'est impensable. On vous dira comment on peut inviter une telle personne, etc., etc. Et le problème, c'est qu'il y a un manque de vision, il y a un manque parfois aussi, je pense qu'il y a très peu d'experts réels qui travaillent sur ces questions, des gens arabophones, des gens qui ont une expérience, qui ont pu voyager au Moyen-Orient. Et donc ça, c'est un vrai problème. Une autre initiative qu'on a eue en Angleterre que j'ai trouvée très originale et intéressante, c'est une initiative qui s'appelait The Unity Initiative, justement. L'initiative unitaire ou pour l'unité. Et justement, elle regroupe des universitaires, des experts, des gens qui sont spécialistes des questions de terrorisme et de radicalisation, mais aussi des théologiens musulmans reconnus, avec aussi par exemple quelqu'un qui est un ancien champion d'arts martiaux. Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois ils vont utiliser le référent islamique pour expliquer que le discours de Daesh est critiquable, plus que critiquable d'un point de vue de l'islam orthodoxe. Ils vont utiliser les arts martiaux pour sensibiliser les jeunes par le biais du combat à tout ce qui concernera la philosophie des arts martiaux, sur la maîtrise de soi, sur la paix intérieure, et sur le fait qu'il y a d'autres moyens parfois d'exprimer sa colère. Et aussi des experts du terrorisme et de questions sociales pour aborder la chose sous un angle global. C'est-à-dire l'expertise universitaire, la question théologique, la question sociale, la question économique, la question éducative, et même pourquoi pas la question sportive, pour vraiment offrir aux jeunes des alternatives intéressantes. Et donc je pense que c'est sur ça qu'on doit réfléchir, et en France il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Non pas, il n'y a pas de solution miracle, hein. Je pense qu'on aura encore, sur les prochaines années, il y aura sûrement d'autres attentats, même si je l'espère pas.
il y aura sûrement en tout cas d'autres problématiques, et la réponse ne peut pas être que sécuritaire. Il y a une réponse sécuritaire à avoir, il faut trouver les logiques et les mécanismes au niveau du renseignement intérieur pour faire en sorte de neutraliser toute menace d'attaque sur notre territoire, mais la réponse uniquement sécuritaire, elle ne marchera pas, elle doit être accompagnée d'une vision globale, et dans l'ensemble de la réflexion sur les solutions, on doit intégrer la société civile de manière large, et on ne doit pas voir les musulmans sous l'angle de la suspicion, mais comme des partenaires dans cette lutte qui nous est commune. Très bien, je vous remercie. Et il faut savoir aussi qu'en fait, quand le gouvernement pointe du doigt que le djihadisme, c'est l'islam, et quand ils sont là à définir que le terrorisme a une religion, et d'essayer de nommer déjà d'ailleurs leur site en tant que Stop Djihadisme, déjà on voit que c'est fini dès le début, parce que c'est déjà l'État qui prénomme ces actes de violence en tant qu'islam, quoi. Donc il va falloir travailler sur ça, je pense. Et pour finir, donc vous savez, la préfecture du Bas-Rhin a créé une formation hybride à l'accompagnement préventif de jeunes profils radicalisés et d'associer les cadres religieux musulmans aux professionnels de la prévention. Donc, que pensez-vous de ce programme de prévention et comment pourrait s'organiser la communauté musulmane au sujet de cette prévention à la radicalisation ? Déjà, je pense qu'il y a des co-responsabilités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à la communauté musulmane il faut que vous régliez le problème du terrorisme. Non, on n'est pas les services secrets, on n'est pas la police, il y a des choses qui dépassent la communauté musulmane, mais on a un rôle à jouer. Concernant cette formation, je pense que c'est une bonne initiative, mais tout dépend de ce qu'ils proposent. C'est-à-dire, est-ce qu'encore une fois, ça serait une initiative symbolique, médiatique, parce que vous savez, aujourd'hui, même, peut-être pas là, parce que c'est une initiative universitaire, mais il y a un marché de la déradicalisation. Il y a des gens qui aujourd'hui c'est-à-dire ont gravité autour des centres pour la déradicalisation, mais n'ont rien fait de concret et se sont enrichis sur la base de ces expériences-là. Et on voit qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Pour ce type d'initiative, toute initiative qui essaye de produire une vision globale, qui va associer des gens, par exemple, qui peuvent par exemple être des spécialistes de la prévention, des spécialistes des questions de la violence, des spécialistes aussi de la question des quartiers populaires, de la marginalisation, des spécialistes de l'éducation, des psychologues, mais aussi associer des théologiens musulmans, des éducateurs de quartier, même pourquoi pas des gens qui ont une expertise, une expérience dans le travail social. Tout ça, ça peut être positif, mais à la condition que cela soit bien fait, de manière intelligente, loin de la pression politique et médiatique, avec l'objectif de l'efficacité et dans la confiance mutuelle. Dans ce sens-là, c'est quelque chose qui peut réussir. Au niveau de la communauté musulmane, pourquoi pas participer lorsqu'il y a des initiatives positives qui sont prises. L'autre élément, c'est ce que je dis. Moi, je pense que penser que comme on le retrouve parfois dans un certain discours politique et médiatique, et certains musulmans s'engouffrent là-dedans parce qu'encore une fois il y a un marché, il y a des possibilités de promotion. Il faut réformer l'islam pour lutter contre le djihadisme, mais ça n'a rien à voir. C'est comme il faut pas réformer le bouddhisme pour faire arrêter le massacre des Rohingyas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des gens stupides qui nous racontent ça. Ça n'a strictement rien à voir. Au contraire, c'est même l'inverse. C'est au contraire aujourd'hui le fait qu'il existe une orthodoxie musulmane et une orthopraxie musulmane, et que des institutions internationales le revendiquent, qui permet de marginaliser théologiquement et de réfuter théologiquement le discours des extrémistes type Daesh. Et donc au contraire, c'est avec ces institutions-là qu'il faut travailler, et c'est avec des acteurs musulmans, des théologiens musulmans, des intellectuels musulmans reconnus à l'intérieur de leur communauté pour leur crédibilité à la fois intellectuelle et théologique, qui pourront apporter une réfutation théologique qui est utile mais qui n'est pas suffisante, qui est un élément parmi des dizaines d'autres. Et ceux qui veulent réduire ça à ça, c'est problématique. Il y a une dimension politique et géostratégique. Là, c'est à l'État français de modifier aussi peut-être sa politique au Moyen-Orient, vers une politique plus juste et plus équitable et moins militariste. Et parce qu'on ne peut pas dissocier le phénomène géostratégique du phénomène du terrorisme. Un exemple, la création de Daesh et l'émergence de ce mouvement en Irak est fortement liée à la déstructuration de l'État irakien par l'intervention américaine. Donc tout est lié, tout est connecté. Il faut connecter le théologique au social et à l'éducatif sur le plan interne, avec sur le plan international la dimension géostratégique et géopolitique. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental à mon sens, mais je reste optimiste et je pense qu'on pourra à l'avenir trouver des voies qui nous permettront d'avancer positivement. Très bien, je vous remercie beaucoup.
Je tiens à remercier à Monsieur Maïl d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Et lui souhaite bon courage et beaucoup de réussite dans son cursus universitaire. Et vous remercie, vous, chers téléspectateurs, d'avoir accepté et d'être à côté de nous, accorder du temps à nos côtés. Et n'hésitez surtout pas à nous transmettre vos questions, vos avis ou vos propositions sur la page Média France TV. Et n'oubliez pas aussi que lors du direct, vous avez la possibilité d'assister à ce live en laissant vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc sur ce, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 20h, en espérant vous retrouver à nos côtés. Que la paix soit sur vous.